C'est bon? Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette conférence. Voilà, on va se présenter rapidement en introduction. Donc Nathalie. Oui, je vais me présenter. Donc Nathalie Gardès, donc je suis enseigneur-chercheur à l'Université de Bordeaux. Je suis aussi responsable d'une licence métier de l'immobilier et je suis donc spécialiste du marketing immobilier en recherche. Donc Philippe de Ligniville, moi je suis DGA de Bien Ici, en charge du marketing et de la communication. Alors en introduction, pourquoi on va se parler d'IA? Quelle est notre posture? On a beaucoup parlé d'IA dans le comité éditorial du Rent. Vous avez vu beaucoup de startups, encore récemment là sur le pitch, qui parlent d'IA, qui font des offres d'IA. Mais on s'est dit avec Nathalie que ce serait peut-être intéressant de prendre le prisme inverse et de se dire finalement, les Français, qu'est-ce qu'ils en font de l'IA? Comment est-ce qu'ils l'utilisent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils l'aperçoivent? Et aujourd'hui, est-ce qu'ils se le sont appropriés dans leur projet immobilier? Et donc pour ça, on a fait quelque chose de très simple, parce qu'aujourd'hui sur Bien Ici, vous savez, on a plus de 17 millions de visites, donc on a beaucoup de Français qui se rendent sur le site dans le cadre de leur projet immobilier. Et ben, on s'est dit qu'on allait leur poser des questions sur l'IA avec un questionnaire en ligne. Donc on a fait un sondage dans le courant du mois de septembre et jusqu'à début octobre, ce qui nous a permis de récupérer plus de 1000 répondants, donc un nombre relativement significatif et en tout cas suffisant pour pouvoir faire des sous-groupes, des classements et des choses intéressantes dont vous parlera Nathalie. Et puis surtout, la caution, et ça je t'en remercie Nathalie, qui a été une très grande aide, caution statistique et de rigueur et de méthodologie que tu as apporté pour le traitement des résultats. Oui. Alors au niveau de la méthodologie, donc je précise un petit peu, donc on a essentiellement fait deux méthodologies, ce qu'on appelle la méthode prototypique donc de Vergès, donc qui est utilisée pour capter les représentations sociales. Alors juste peut-être pour rappeler, une représentation sociale, c'est une connaissance qui est partagée collectivement, c'est une réalité commune, un ensemble social. Et pourquoi c'est intéressant de les connaître? Eh bien parce que ces représentations sociales, c'est ce qui va guider l'action et le comportement des clients. Donc ça permet, quand on les connaît, de s'adapter aux attentes et aux valeurs des clients et surtout de s'assurer que les stratégies de communication et les actions stratégiques qui sont prises sont en adéquation avec ces représentations pour plus d'efficacité. Alors, comment ça marche? On a demandé donc, aux personnes interrogées quels mots leur venaient à l'esprit quand ils pensaient à intelligence artificielle. Donc, ça nous fait un corpus de mots et sur lesquels on les a traités à partir de la fréquence des mots et de leur rang d'apparition. C'est-à-dire le premier mot qui leur vient à l'esprit a plus de poids dans la représentation que ceux qui arrivent en second rang, ce qui nous permet d'avoir des représentations cœur, donc centrales, des représentations plus périphériques. Et on a également fait une analyse de variance. Alors ça, c'est pour comparer des groupes. Donc des groupes, ça pouvait être par tranche d'âge ou aussi par genre. Et donc là, c'est effectivement de voir la variabilité des réponses à l'intérieur d'un groupe comparée à la variabilité entre les groupes et voir si ces différences sont significatives ou non. Vous comprenez maintenant pourquoi on a sollicité Nathalie, parce que j'étais bien incapable de faire ça. Nos sondés, justement, qui sont-ils? Globalement, ils représentent assez bien le panorama du recherchant français, du recherchant immobilier, du projet immobilier. C'est majoritairement des femmes, 20% de plus de femmes que dans la moyenne des Français. C'est un sujet traditionnel, les stéréotypes sont toujours là, mais effectivement, les femmes sont plutôt celles qui décident dans le projet immobilier, qui le lancent, qui l'initient. Et donc forcément, quand on commence un projet immobilier, on vient sur un portail, et donc sur Bien Ici. En termes de tranche d'âge, on se rend compte aussi qu'on est plutôt sur une population avec une surreprésentation sur le 35-64 ans. D'abord parce que c'est le moment de la transaction. Les primo-accédants, vous le savez, c'est autour de 35 ans, donc le moment où on rentre vraiment dans le cœur de l'immobilier. Et puis c'est des gens avec des revenus plus confortables et donc qui constituent le cœur de notre audience. En termes de projet, on leur a demandé quel est votre projet immobilier. On est à peu près à 50-50 sur de la location et de l'achat. Donc vous avez des profils assez divers dans le projet immobilier. Vendre un bien, c'est une petite dizaine de %. Bon, ça, voir aussi que la vente d'un bien n'est pas forcément un projet en tant que tel. C'est souvent vu pour les secondaires accédants comme un moyen de financer son projet, mais ce n'est pas forcément le cœur du projet. Voilà. Et puis on a toujours, je dirais, nos
nos internautes du dimanche pluvieux, c'est-à-dire ces gens qui viennent sur le site, qui regardent, qui n'ont pas forcément encore de projet, mais qui font un peu du lèche-vitrine, comme ils peuvent le faire pendant les vacances devant vos agences. Ouais. Alors, première partie de l'étude, on s'est vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'IA. Donc, la première question qu'on leur a posée, c'est tout simplement, connaissez-vous l'IA générative? Et à cette question-là, ils sont 84% à nous dire qu'ils connaissent le terme d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était, de mémoire, 78% il y a un an. Absolument, Voilà. c'est ça, sur les dernières études, oui. Donc c'est un chiffre qui continue à progresser. 84%, c'est la grande majorité. Les Français connaissent l'intelligence artificielle, l'ont identifiée, c'est un terme qu'ils connaissent. Juste pour, excuse-moi Philippe, juste pour préciser, donc une appropriation très forte, c'est pour ça que les pourcentages augmentent. Et pour vous donner une idée, ChatGPT, pour atteindre donc 1 million d'abonnés, ça a été 5 jours. Instagram, c'était 2 mois et demi et Facebook, c'était 10 mois. Donc vous voyez, une évolution très très forte, eu égard à l'appropriation de cette technologie-là. Dans les sources d'information, les médias traditionnels, la télé, les journaux ont vraiment fait le job. Hein. C'est dans 2 cas sur 3, les gens ont appris et ont compris ce qu'était l'intelligence artificielle grâce à ces médias. Les réseaux sociaux, pareil, ils viennent juste derrière. Et puis après, les sites web spécialisés. Donc là, rien de très je dirais, exotique. Dans le autre, juste retenir qu'il y a un élément qui ressort très fortement dans le autre, ça fait quasiment toute la catégorie, c'est le monde professionnel et l'éducation. Qui sont les sources d'information. Alors là, une slide dense, une slide importante, parce qu'on a demandé, au-delà de connaissez-vous l'intelligence artificielle, on leur a demandé quel est leur niveau d'usage des différents outils d'intelligence artificielle généraliste. Donc on en a cité 6, ChatGPT, bien évidemment, Gemini, Copilot pour Google et Microsoft. 2 qui sont plus spécialisés sur la création de visuels, la création de vidéos, et puis le français, hein, l'intelligence artificielle française avec Mistral AI. Ce qui ressort clairement, première chose évidente, c'est que ChatGPT écrase la concurrence. Quand on parle intelligence artificielle, ils utilisent ChatGPT et beaucoup plus que les autres. C'est un peu devenu le frigidaire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la marque fait l'usage. Alors quand on parle d'usage justement, en fait on se rend compte qu'on en a 21% qui ne connaissent pas, mais on a surtout 38% qui n'ont fait qui connaissent de nom mais qui ne l'ont pas encore utilisé. Donc vous voyez, 21 plus 38, on est déjà quasiment à 60% de gens qui n'ont pas encore pratiqué l'intelligence artificielle. Et dans les 40 restants, vous en avez encore plus de la moitié qui, eux, n'ont fait que des tests. Voilà. Vous en avez 16% qui l'utilisent régulièrement. Donc là, on peut se dire que l'innovation commence à rentrer dans les usages. Et vous en avez moins de 2%, c'est la petite bande bleue là, que vous voyez tout au bout, qui sont abonnés à la version payante. Voilà. Et quand je vous disais que chaque GPT fait vraiment l'ensemble des usages, vous voyez, les pourcentages baissent très très fort dès qu'on passe même côté Google, malgré la force de frappe du moteur, et Copilot côté Microsoft. Donc une avance très forte de ChatGPT et avec des utilisateurs qui sont plutôt dans une phase de test. Alors, quand on voit ces chiffres-là, on s'est amusé à regarder un petit peu la littérature, et notamment la littérature sur la diffusion des innovations d'Everett Rogers, qui avait fait... Everett Rogers, c'est les early adopters. Voilà, tout le monde connaît le terme, mais en fait, derrière ça, il y a toute une théorie pour l'adoption de l'innovation. Et ce qu'il dit, Everett Rogers, il dit qu'en fait, l'innovation, elle va arriver par phase. Vous avez d'abord les innovateurs, les premiers qui prennent l'innovation, ils sont 2,5%. Après, vous avez nos fameux early adopters, ou adopteurs précoces en bon français, qui sont de l'ordre de 13,5%. Et puis après, vous avez les majorités. Donc c'est à partir du moment où on passe le stade des adopteurs précoces, là, on a une innovation qui commence vraiment à irriguer la société, qui commence vraiment à être un usage massif, avec une majorité précoce, donc qui va démarrer, et puis ensuite la tardive. Et puis vous avez vos retardataires, mais les retardataires ne sont plus un critère, une tranche de la population qui va décider si l'innovation est un succès ou pas. Là, à partir du moment où on a passé la majorité, elle est installée, elle est là, on a plus de 80% des gens qui l'utilisent. Et donc, ce qui est intéressant
pardon, je suis remonté, je dois descendre. Ce qui est intéressant par rapport à cette courbe, c'est que, en fait, elle colle complètement avec les graphiques d'utilisation. C'est-à-dire que les innovateurs que vous voyez là, ben, ils correspondent à quelques pourcentages près, ils correspondent à nos abonnés à la version payante. Donc ils sont là. Nos adopteurs précoces, qui doivent faire 13,5 selon Everett Rogers, eux, on les a vus tout à l'heure, ils sont à 16%. Donc globalement, ça veut dire qu'on en est là. On en est au moment où les early adopters, ceux qui sont entre guillemets les plus faciles à conquérir et chez lesquels créer de l'usage, ils l'ont pris. Mais ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est que pour que l'innovation prenne vraiment et devienne, il faut que les autres suivent. Donc on est à cette phase cruciale d'adoption de l'innovation où demain, et il y a quand même beaucoup de signes qui nous laissent penser que ça va continuer, hein, toutes les innovations qu'on a vues et toute la dimension je dirais, performance de l'outil, ça va continuer, mais voilà, on pense qu'on est à ce stade-là. Puis le dernier élément sur cette partie-là, c'est que en termes de portrait robot, on a regardé un petit peu avec Nathalie la composition de chaque groupe. Et on retrouve exactement ce que dit Everett Rogers, c'est-à-dire que les innovateurs, ils sont des hommes de moins de 35 ans, ils sont éduqués, ils travaillent dans le secteur de la technologie. Même chose pour les adopteurs précoces. Et puis au fur et à mesure, on a des groupes qui se rapprochent de plus en plus de la population, je dirais moyenne, la moyenne des Français, pour finir avec des retardataires qui sont eux plus âgés, avec plus de 55 ans, non diplômés. Et c'est eux qui massivement nous ont dit « je ne connais pas ou je n'utilise pas ChatGPT ». Donc juste une petite précision là pour pouvoir, pour obtenir ces résultats, on a fait ce qu'on appelle une analyse à correspondance multiple, et donc tous les résultats sont statistiquement significatifs. C'est-à-dire ils n'arrivent pas comme ça les personas parce qu'on a fait ça en regardant, mais c'est voilà, on a construit ça et ça correspond bien à la théorie, donc c'était super. C'est à moi ? Vas-y. Ok, donc je vous ai parlé de représentation sociale, de la méthodologie sur les représentations sociales. Vous voyez en fait le petit schéma et notamment le graphe, le petit rectangle rouge qui représente le cœur des représentations sociales sur l'IA. Et on voit bien qu'elle est perçue comme une innovation technologique majeure. Donc dans ce rectangle-là, ça veut dire que on a une fréquence de mots très importante et un rang d'apparition très élevé. Donc elle est perçue comme une source d'efficacité, de productivité, donc le gain de temps. Mais elle est également considérée comme une forme d'automatisation qui serait proche de la robotique et de la robotisation, donc qui peut générer des sentiments un peu ambivalents. Donc quelque chose de plutôt positif en termes de représentation. Et puis on a donc le premier rectangle vert qui est, on va dire, des représentations qui seraient périphériques, c'est-à-dire qui sont importantes, qui ont une fréquence encore élevée, mais avec un rang un peu plus éloigné. Donc cette IA, elle est en tout cas perçue comme étant source de créativité, c'est de l'innovation, mais aussi ressort des choses un peu plus, entre guillemets, négatives ou anxiogènes, et notamment des préoccupations éthiques autour de l'IA. Et puis on a donc le troisième rectangle donc jaune. Donc là, c'est des représentations périphériques un peu plus éloignées par rapport au centre. Et là, on retrouve effectivement là, des choses un peu plus négatives comme la peur des problèmes de désinformation, problèmes de confiance dans l'intelligence artificielle, des problèmes relatifs à la vie privée aussi, à la sécurité des données, mais également des problématiques de déshumanisation, de perte d'autonomie aussi, et aussi l'impact sur l'emploi qui revient, en tout cas dans ces représentations. Alors ces représentations, ça c'est, on va dire, quand on a une analyse globale au niveau de toute la population. Si on regarde un peu plus donc ces représentations et si on filtre par rapport donc aux tranches d'âge, donc on voit bien que les jeunes sont beaucoup plus positifs, ils axent leur regard vraiment sur les bénéfices perçus et on comprend, les jeunes entre 18 et 25 ans, ils ont bien compris. Moi j'ai des étudiants que pour faire un mémoire c'était très facile. Alors que sur la tranche d'âge des on va dire 25-44 ans, donc à la fois,
On revient sur les bénéfices perçus, la créativité, gain de temps, productivité, mais quand même une conscience beaucoup plus importante des risques en fait, de l'IA potentiels, donc des dangers. Et puis, sur les plus de 45 ans, les évocations beaucoup plus de prise de conscience de l'impact sur l'emploi. Et on peut comprendre, parce que ces personnes-là, peut-être sont moins adeptes des technologies ou moins à l'aise et pourraient avoir effectivement des répercussions sur leur propre employabilité. Alors, donc là, vous avez donc une comparaison homme-femme. On a demandé, en fait, aux gens, on s'intéressait aux émotions que pouvait procurer l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'elle vous procure plutôt de l'enthousiasme ou de l'inquiétude? Est-ce qu'elle est plutôt source, vous avez plutôt confiance ou êtes-vous plutôt méfiant? Ou encore, est-ce que vous sentez plutôt serein ou en situation de stress? Ce qu'on voit ici, donc dans le premier petit schéma, on voit bien une différence entre hommes et femmes qui seraient beaucoup plus, enfin, éprouvent des émotions beaucoup plus négatives par rapport aux hommes, on témoigne plus d'inquiétude, de méfiance et de stress. Alors, ce n'est pas que naturellement les femmes sont plus stressées, mais parce que la perception des risques, donc en tout cas plusieurs études en psychologie l'ont montré, n'est pas la même entre hommes et femmes, et notamment les femmes sont beaucoup plus sensibles aux risques technologiques, ce qui expliquerait ces différences. Et puis, sur l'autre petit graphique que vous avez, on a aussi donc, la comparaison par tranche d'âge sur est-ce qu'elle est source plutôt d'inquiétude ou d'enthousiasme. Donc on voit bien que les jeunes générations sont plutôt enthousiastes eu égard donc, de cette intelligence artificielle. Par contre, alors, on peut voir une différence. Dans les 65 ans et plus, bon, ils sont proches de la moyenne, mais par contre, une grosse inquiétude pour les 55-64 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, pour eux, moins adeptes des technologies, moins à l'aise en tout cas, pourraient se voir, enfin, avoir le sentiment en fait, d'être exclus ou de ne pas avoir les compétences de s'adapter, puisque demain, il va falloir travailler avec l'IA. Je vous le dirai tout à l'heure, mais on parle de fusion skills, c'est-à-dire comment travailler, comment avoir cette compétence de bien travailler avec l'IA, parce que l'IA ne fera pas tout pour vous. Et donc, c'est savoir s'en servir. Et effectivement, ça fera partie des compétences à avoir, et qui peut-être est plus compliqué pour ces personnes-là. Alors ça, c'est le slide qui fait plaisir. Parce qu'on pourrait se dire, quand on voit les précédents, que finalement, on a deux mondes, les jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, et que ça va rester comme ça. Mais en fait, non. En fait, non. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce graphique, qui représente le niveau de sérénité, de confiance, et plus on est sur un triangle large, plus on est serein, plus on est confiant, plus on est enthousiaste, et bien ça, on l'a mesuré par rapport à leurs connaissances et à leurs usages de l'IA. On se rend compte que quand ils ne connaissent pas l'IA, ils sont très stressés, ils sont très inquiets, ils sont très méfiants. Et plus ils commencent à adopter cette technologie, plus ils sont confiants. Vous voyez, j'ai testé en gris, c'est un peu mieux. Hop, j'utilise régulièrement, paf, on gagne déjà plusieurs points. Et là, évidemment, abonné à la version payante, là, on est tout au maximum. Donc, il y a vraiment un sujet d'apprivoiser la technologie, de l'utiliser, et c'est en l'utilisant qu'on en trouve évidemment la plus-value et qu'on devient confiant et qu'on adhère. Tout à fait. Je vais rebondir. Donc cette notion d'apprivoiser ou de familiarité, en fait, même si ce n'est pas de l'usage d'une technologie, en fait, être familier à ou être proche d'eux. Donc toutes les recherches ont montré en psychologie qu'on a un sentiment de confiance. Vous faites plus confiance à votre voisin que l'illustre inconnu, alors que votre voisin, finalement, vous ne le connaissez pas plus que ça. Voilà. Alors ici, donc, on s'est intéressé donc, aux impacts perçus par les personnes interrogées de l'IA générative sur différents domaines, donc à savoir l'éducation, l'emploi, la santé, la sécurité, la vie privée, secteur immobilier. Là encore, on a fait une comparaison donc, entre hommes et femmes et on voit bien des grosses différences, en tout cas sur les perceptions. Donc, sans reprendre tout le schéma, je vais m'intéresser plutôt à deux points importants. La perception sur l'emploi et le marché du travail et sur la sécurité et la vie privée. Alors, on voit bien que sur l'emploi et le marché du travail,
Eh bien, entre hommes et femmes, on voit bien que les femmes sont peut-être plus inquiètes. En tout cas, elles perçoivent peut-être donc cette IA comme moins d'opportunités que les hommes. Alors pourquoi ? Donc, si on se réfère là aussi à la littérature académique, eh bien, déjà la technologie, en tout cas, l'IA, mais pas que, est du registre masculin. Et sur ce registre-là, les femmes donc, se sentent moins à l'aise et aussi ont ce qu'on appelle une efficacité personnelle moins élevée. Donc pour elles, c'est moins une source d'opportunité et elles peuvent avoir plus d'inquiétude par rapport à ça. Et puis sur la sécurité et la vie privée, eh bien là aussi, ça peut venir, en tout cas, de leur expérience de vulnérabilité. En général, le harcèlement en ligne est plutôt subi par les femmes que par les hommes. Et puis également, elles souffrent parfois de problèmes de discrimination, notamment à l'emploi. Et elles pourraient aussi avoir voilà, ces réticences-là, eu égard à leur expérience, en tout cas, de vie. Alors, sur la traçabilité des données, mais je crois que Philippe, tu voulais aussi, et puis je rebondirai sur toi, parce que je crois que bien ici... Oui, effectivement, par rapport au portail, on leur a posé la question parce qu'on est, nous, effectivement, des acteurs qui collectons beaucoup de données et qui utilisons beaucoup la data pour l'IA. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a encore une grosse dichotomie entre les hommes et les femmes sur la sécurité de la donnée. À savoir que c'est des éléments qui aussi ont tendance à s'estomper au fur et à mesure qu'on utilise. Donc voilà, donc c'est là encore une fois une importance très forte accordée aux femmes parce que c'est un moyen de garder le contrôle donc, et de se protéger contre des abus potentiels et elles ont un souci éthique assez important par rapport à ça. Alors dans les usages maintenant, on leur a posé une première question sur leurs usages de l'intelligence artificielle en général et puis après on va faire un focus sur l'immobilier. Donc en général, pourquoi est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle ? D'abord pour des choses très basiques, réponse aux questions. Et ça, 82% donc de réponses aux questions, ça c'est un point important et qui questionne aussi sur le rôle des différentes grandes plateformes du digital et notamment des moteurs de recherche. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on utilisait Google pour la réponse aux questions, ou en tout cas les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les premiers usages, c'est la réponse aux questions. D'où tout ce qu'on a pu entendre entre le Search GPT, ChatGPT Search qui va aller sur les plates-bandes de Google, Google qui veut intégrer de l'IA dans ses résultats de recherche. C'est justement pour rester sur cette partie-là. Après, arrive beaucoup de choses autour du contenu, rédaction de contenu, la correction, résumer un texte, un article. Et puis la dernière partie, mais qui reste encore plus mineure, en tout cas minoritaire, trouver des nouvelles idées, donc faire appel à la créativité de l'IA et créer des images, des vidéos, de la musique et du code. On leur a demandé est-ce qu'ils utilisaient l'IA dans leur parcours immobilier, sans leur donner pas plus d'indications que ça. Voilà, utilisez-vous l'IA dans votre parcours immobilier ? En fait, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, non. Vous voyez, 87%, non, le réflexe IA dans l'immobilier, en tout cas IA générative sur des moteurs comme ChatGPT, c'est pas le réflexe. C'est pas le réflexe, même sur des... Là, on teste les utilisateurs réguliers, hein, bien sûr. Ils ont fait quelques tests, mais 10%, c'est très peu, et je l'utilise régulièrement. Vous voyez, 3, c'est rien du tout. Mais en fait, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe là-dessus. C'est que quand on rentre dans le détail et qu'on commence à leur poser des questions sur est-ce que vous avez cherché des informations sur le quartier, la localisation des biens, rédiger une annonce, estimer le prix d'un bien, retoucher des photos, qui sont des usages en fait pour lesquels, en sous-jacent, l'ensemble des portails, l'ensemble des acteurs utilisent maintenant de l'IA pour enrichir, pour filtrer, on se rend compte qu'ils le font effectivement et que c'est important. Je pointerai notamment la rédaction de l'annonce, qui est un sujet important et sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit assez vigilant. C'est que là, ils ont aussi compris que potentiellement, une rédaction d'annonce, ils pouvaient le faire et qu'ils pouvaient utiliser des outils pour le faire. Voilà. L'estimation sur le prix d'un bien, là c'est pareil, 23%. L'usage de l'IA par cette fonctionnalité-là est bien présente.
Alors on a fait 2 focus ensuite sur 2 fonctionnalités qui nous paraissaient être plutôt un peu précurseurs dans l'intégration de l'IA. Le premier, c'est les chatbots. On leur a demandé, 1, est-ce que vous les utilisez? Et 2, qu'est-ce que vous en pensez? L'utilisation, vous voyez, 15%. Donc c'est une utilisation assez mineure finalement quand on regarde le nombre de chatbots qui peuvent être sur les différentes interfaces. Et puis en fait, ils sont assez sévères sur les chatbots. On est à la majorité d'accord quand c'est pour répondre à des questions simples, d'utiliser le chatbot pour des questions simples. Par contre, dès qu'on est sur la pertinence, on passe à moins de 50%. Et voilà, et sur la réactivité des interactions, pas tellement content. Donc notre analyse là-dessus, c'est que finalement le chatbot existe depuis beaucoup plus longtemps que l'intelligence artificielle. Tous nos répondants ont aussi un vécu, ont déjà utilisé, ont déjà eu une certaine déception, notamment sur les premiers outils qui n'étaient pas forcément les plus pertinents, les plus sophistiqués, et que ça ressort aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi quelque chose à prendre comme une opportunité par rapport à l'IA pour améliorer les outils et les rendre plus convaincants, parce qu'aujourd'hui les gens, les répondants sont pas globalement pas très satisfaits des chatbots. Là, il y a un vrai potentiel du coup de l'IA qui va pouvoir améliorer en fait la conversation et les réponses qui seront plus juste à partir d'algos simples, mais vraiment une compréhension plus contextualisée. Donc, Exactement. La deuxième fonctionnalité, c'est les annonces personnalisées. Donc, vous savez, ces annonces qu'on vous présente parce que vous avez eu tel bien, vous avez fait une demande de contact sur tel bien, on vous présente des annonces qui correspondent à vos recherches. Là, on a plus d'utilisateurs, 22%. C'est aussi parce que le e-commerce aussi avait beaucoup travaillé ça avec les produits similaires, etc. Et en termes de recommandations et en facilitation de recherche, là, on est plus positif. Vous voyez, le plutôt d'accord et le tout à fait d'accord sont pour les 3 items, que ce soit facilité, personnalisé et répondu aux attentes. Là, on est sur quelque chose de plus positif. Alors encore une fois, on s'est intéressé à la comparaison homme-femme parce que effectivement, ces résultats sont significatifs. Et ce qu'on constate, c'est en moyenne finalement, les recommandations, on a une note assez satisfaisante au global. On s'aperçoit que quand même, quand on compare, les hommes sont plutôt assez satisfaits de ces recommandations-là, alors que les femmes pas du tout. Et donc elles sont beaucoup plus sensibles à la pertinence d'informations, ne recherchent pas forcément les mêmes informations, n'ont pas forcément les mêmes critères. Et je pense que là, il faut réfléchir à ça aussi. On sait que les hommes recherchent des informations souvent beaucoup plus quantitatives, alors que les femmes beaucoup plus qualitatives. Ce qui va les intéresser, c'est les connaissances de la qualité de vie d'un quartier, la proximité des écoles, le style de vie. Et ça, c'est vrai que les recommandations sont souvent sur des critères très techniques et elles n'y trouvent pas forcément leur compte. Et donc là, il y a une réflexion aussi à avoir sur ce besoin d'information et on peut l'adresser, en tout cas segmenter son marché par rapport à ça. Alors, dernière slide, et qui à mon avis est une des plus importantes, c'est les attentes des porteurs de projets. On leur a demandé de manière ouverte, vous, qu'est-ce que vous attendriez de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre recherche? Comment est-ce que ça pourrait faciliter votre recherche immobilière? Les premiers éléments qui sortent, c'est l'amélioration de la recherche et des filtres. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien compris que l'IA était l'outil le plus adapté pour le traitement des grandes masses de données, pour l'extraction sur des supports différents, depuis de l'image, depuis du texte, depuis des flux de data, l'extraction de ces données-là, l'organisation et les rendre accessibles. La deuxième, c'est l'information sur la localisation sur le quartier. Bon, ça tombe bien parce que c'est un peu notre registre qui est bien ici. On a une carte en 3D, on a lancé, on était les premiers à géolocaliser les biens. Et aujourd'hui, ils veulent plus. Aujourd'hui, ils veulent mieux comprendre les transports, mieux comprendre les points d'intérêt, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, rajouter de la donnée. Et ça, il y a une demande qui est très forte. Le troisième, c'est la visualisation 3D et les visites virtuelles. On l'a vu, pour ceux qui étaient là à la présentation précédente, la gagnante du concours de start-up était une application qui permettait, grâce à l'IA, de faire des plans 2D et 3D avec son téléphone. Là, on y est.
Nous, chez Bien Ici, par exemple, on travaille tout ce qui est 3D pour l'éclairage ou des choses comme ça, avec des tests d'intelligence artificielle. Voilà, sur la visite virtuelle, vous avez sûrement vu aussi toutes les startups sur le avant-après. On révolutionne complètement le marché avec ça. L'analyse des prix et les comparaisons, même chose, on retrouve les usages des estimateurs. Là, l'intelligence artificielle va permettre demain d'aller extraire plus de données dans l'annonce, pas seulement le prix, pas seulement la localisation et le nombre de pièces, de faire potentiellement une analyse sur les images pour voir l'état de vétusté du bien, de recompiler avec ça des informations de quartier et de sortir des estimations plus intéressantes. Voilà. Et puis l'exactitude et la vérification des annonces, ça c'est quelque chose nos internautes, dès qu'une annonce est mal géolocalisée, dès qu'il y a quelque chose, on nous le remonte régulièrement. L'IA va permettre de le faire parce que, encore une fois, quand on compare de la photo avec du descriptif, quand on compare une adresse avec une photo, on peut déduire des choses manquantes ou des choses erronées, et nous, en amont, prévenir l'agent immobilier en disant attention, il nous semble que là, il y a un problème dans votre annonce ou un point manquant, n'hésitez pas à le compléter. Une petite synthèse ? Oui. Alors, en synthèse, on voit bien que l'intelligence artificielle redéfinit totalement les métiers de l'immobilier, et notamment le rôle du collaborateur dans la prestation de service. Donc, normalement, une prestation de service, elle est coproduite entre un agent et un client. Et là, on voit bien qu'avec l'IA, ça va être une coproduction tripartite. C'est-à-dire qu'une partie des tâches va être prise en charge par l'IA, une certaine partie des tâches sera prise en charge par le collaborateur, et puis une partie par le client. On a vu dans les représentations sociales des problématiques et des préoccupations, notamment sur la déshumanisation. Donc ça, il va falloir l'adresser et notamment vraiment expliquer aux gens que si vous appropriez ces technologies, eh bien c'est pour améliorer la qualité de service, plus de réactivité, plus de personnalisation, mais qu'elle est là uniquement en soutien, c'est-à-dire que le rôle de l'humain va toujours être central. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et de toujours laisser le choix. Donc, on a vu un pitch de start-up tout à l'heure. C'est-à-dire que même si vous avez une IA, un assistant IA conversationnel, vous ne pouvez pas imposer à votre client toujours d'avoir affaire à une IA. Donc, il faut quand même qu'il y ait toujours cette notion d'option. Et notamment, s'il est en situation de galère, il aura besoin d'un être humain qui va pouvoir gérer ses émotions. Il va falloir aussi, donc on a vu, préoccupation de confiance, de protection des données, vraiment renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle et peut-être se positionner avec une charte éthique, une utilisation responsable de l'IA et rassurer sur la protection des données. Et puis on voit bien, on a dit coproduction à 3, donc il va falloir former les agents immobiliers parce que ça bouleverse totalement les compétences et donc la hiérarchie des compétences, donc compétences sociales, émotionnelles, relationnelles, transversales vont être la clé. Et il va falloir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avoir ce qu'on appelle des fusion skills, c'est-à-dire qui sait travailler intelligemment avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à un moment donné, bon, il y a un résultat, est-ce que je sais reprendre et le critiquer, comment je sais poser des questions à mon intelligence artificielle pour qu'elle ait une réponse et qu'elle puisse m'accompagner, donc développer aussi son jugement et aussi apprendre à l'IA et aussi apprendre d'elle tout simplement. Voilà. Et pour conclure, effectivement, pas encore de réflexe IA dans l'immobilier, dans le parcours immobilier. Par contre, des améliorations assez claires à faire sur un certain nombre de fonctionnalités. Et puis surtout plein d'attentes et qui aujourd'hui, à notre sens, sont couverts par nous, Portail, et puis par l'ensemble de la PropTech, avec toutes les innovations qu'on peut voir sur le salon. Voilà, c'est bon. Mais peut-être aussi, j'ai oublié, voilà, vraiment capitaliser. En fait, on voit bien que c'est quand même représenté comme une innovation, source de créativité. Enfin, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Il faut vraiment capitaliser sur cette représentation-là et se positionner aussi dans l'utilisation de ces outils. Et l'usage fait la confiance. Et voilà, et l'adoption. Est-ce que on a un peu de temps pour des questions Oui.
Bonjour, donc moi je suis fondateur gérant d'une petite agence dématérialisée et je suis client chez Bien Ici. J'ai 2 questions. Au niveau des attentes des consommateurs, vous nous dites que l'adresse est importante. Donc nous on a pour habitude de transmettre l'adresse exacte. Est-ce que chez Bien Ici, quand on transmet l'adresse exacte, les consommateurs puissent l'obtenir vraiment de façon précise? Et ma deuxième question, vous parliez également des attentes du consommateur concernant les visites virtuelles. Qu'en est-il des vidéos de présentation et est-ce que Bien Ici va les mettre davantage en avant d'ici peu? Merci. Donc pour la partie géolocalisation, effectivement, nous, à partir du moment, plus vous nous donnez une adresse précise, plus on saura géolocaliser. Vous avez la possibilité, on a toujours certains professionnels qui sont un peu réticents, donc d'avoir un cercle de confidentialité qui permet de grandir ou pas le cercle. Et on vous encourage effectivement à géolocaliser au plus précis possible, parce qu'on sait que ça veut dire plus de performance pour vous. On est sur un ratio de 1 à 3 entre une annonce qui n'est pas du tout géolocalisée, donc sur un code postal, et une annonce qui est au degré le plus fin de géolocalisation, en nombre de contacts. Parce qu'évidemment, l'emplacement, les 3 règles de l'immobilier, grâce à ça, il connaît l'emplacement, il est rassuré et il vous contactera. Voilà. Après, sur la partie vidéo de présentation et visite virtuelle, nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut privilégier la visite virtuelle parce qu'avec des côtés interactifs, etc., plus immersifs, moins passifs pour l'utilisateur, on a quelque chose qui est, à notre sens, plus interactif et qui permet de passer plus de temps et de découvrir le bien. Voilà. Voilà. Après, sachez qu'à partir du moment où sur Bien Ici, vous nous mettez ce type de contenu-là, nous, pareil, nos règles d'or, c'est de dire plus il y a de contenu, plus on va favoriser ces annonces. Donc vous allez être plus visible dans les résultats de recherche parce que vous jouez le jeu, vous nous apportez un maximum d'informations. Et il dit plus visible, plus de contacts. Je rebondirai Nava, j'encourage, je sais que pour avoir eu une expérience d'achat, il faut vraiment être précis sur le lieu parce qu'il y a parfois des agents qui ne jouent pas le jeu et donc ils mettent à Bordeaux alors que c'est loin. Donc ça, c'est un super irritant pour le client. Et vous dégradez aussi votre image parce que forcément, moi je vois ça, c'est telle agence, je me dis, encore une fois, ils essayent de tromper et ça, c'est pas bien. Des questions ? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.